Dans la vidéo précédente, on a ralenti une scène minuscule, un écran qui s'allume, une phrase courte, un lendemain qui devient soudain chargé, et on a vu que ce que nous appelons spontanément le monde n'arrive pas comme un bloc déjà tout fait. Il arrive par des portes, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser. Et maintenant, il y a une question très intéressante. Quand cette expérience apparaît, pourquoi devient-elle presque aussitôt moi ? Pourquoi une pression dans la poitrine devient-elle « je suis angoissé » ? Pourquoi une remarque sèche devient-elle « on m'a humilié » ? Pourquoi un plaisir devient-il « mon plaisir » ? Pourquoi une pensée qui passe devient-elle « ma vérité » ? Pourquoi une conscience claire, simplement présente, peut-elle devenir « mon vrai moi » ? Autrement dit, à quel moment une expérience devient-elle une identité ? Et c'est ici qu'entrent les 5 agrégats. Le bouddhisme ancien ne commence pas par demander quelle substance éternelle se cache derrière l'homme. Il demande plutôt comment fonctionne l'expérience humaine. Et quand cette expérience est prise pour moi, mien, mon soi, qu'est-ce qui est exactement saisi ? La réponse tient en un mot pali, khandha. Khandha signifie groupe, masse, amas, ensemble. En sanskrit, on dit skandha. Dans la traduction française habituelle, on dit agrégat. Mais il faut maintenant enlever une image fausse. Un agrégat n'est pas une petite brique cachée dans la personne. Ce n'est pas une pièce de l'âme. Ce n'est pas un composant secret qui attendrait dans un tiroir métaphysique. Un agrégat, c'est une manière de regrouper ce qui se passe dans l'expérience. Et les 5 agrégats sont les 5 grands groupes où le bouddhisme ancien nous invite à chercher ce que nous appelons « moi ». La forme corporelle, la sensation, la reconnaissance, les formations, la conscience. Si on cherche le moi dans l'expérience, on tombe toujours sur un corps, une tonalité, une reconnaissance, une construction ou une conscience. Mais aucun de ces 5 groupes ne donne un propriétaire permanent. C'est ça la tension qui est exposée par le bouddhisme. Nous allons chercher le moi exactement là où il paraît le plus évident, et plus nous allons regarder, plus il va devenir difficile de le saisir. Mais il faut faire attention, il ne faut pas présenter les 5 agrégats comme une simple liste abstraite. Forme, sensation, perception, formation, conscience. Dit comme ça, ça devient tout plat. On a l'impression d'apprendre 5 mots anciens sans raison. Mais les 5 agrégats ne sont pas une liste morte, ils sont une machine d'analyse. Ils servent à rouvrir une phrase trop compacte. Par exemple, « je suis de trop ». Cette phrase semble simple. Mais si on l'ouvre, on trouve déjà une posture qui se renferme. Une tonalité désagréable, une reconnaissance d'un silence comme jugement, des impulsions pour sourire, partir, se justifier, une conscience qui revient au même objet, puis une appropriation. C'est moi, c'est ma valeur, c'est ma place qui est menacée. Boisvert insiste sur ceci. Les 5 agrégats ne doivent pas seulement être définis séparément. Ils doivent être compris dans leur interaction. Ils expliquent comment l'expérience se constitue, mais aussi comment cette constitution peut attacher l'individu au samsara, c'est-à-dire au cycle de l'existence conditionnée et souffrante. Samsara, littéralement, ça veut dire quelque chose comme errance, circulation, fait de continuer à tourner. Un exemple concret, c'est que tu crois être simplement blessé. Mais si cette blessure est regardée comme agrégat, elle devient un ensemble de conditions. Nuque tendue, tonalité désagréable, reconnaissance d'un silence comme exclusion, intention de disparaître ou de reprendre le contrôle, conscience visuelle des visages, puis conscience mentale du souvenir, puis conscience mentale de l'image de soi. La blessure cesse d'être une chose massive, elle devient un processus. Et ce qui devient processus peut être compris, ce qui est compris peut être observé. Ce qui est observé comme conditionné devient beaucoup plus difficile à prendre pour un soi. Mais avant de prendre les 5 agrégats un par un, il faut faire une distinction importante. Parce qu'en fait, les textes ne parlent pas seulement des 5 agrégats, ils parlent aussi des 5 agrégats d'appropriation. En pali, les 5 agrégats en général se disent panchakanda. Pancha veut dire 5. Kanda veut dire agrégat, groupe, masse. Donc, panchakanda, ce sont les 5 agrégats. Mais les textes parlent aussi de Panchupadanakanda. C'est un mot plus long, mais il est très intéressant, parce que Upadana, ça signifie saisie, appropriation, attachement. Donc Gombrich rappelle aussi son sens concret,
combustible, carburant, ce qui alimente un feu. Donc Panchupadanakanda, ce sont les 5 agrégats en tant qu'ils deviennent objets d'appropriation. Ou, si on garde l'image du feu, c'est les 5 agrégats en tant qu'ils deviennent combustibles. Et là, il faut entendre la nuance. Le problème n'est pas simplement qu'il y ait un corps, le problème n'est pas simplement qu'il y ait une sensation, le problème n'est pas simplement qu'il y ait reconnaissance, intention ou conscience. Le problème est que ces processus sont saisis comme « ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon soi ». Prenons une sensation agréable. En elle-même, elle est agréable. Elle apparaît, elle colore l'expérience. Elle peut même être très belle. Mais si l'esprit ajoute « il faut que ça reste, c'est mon plaisir, je ne supporte pas que ça disparaisse », alors la sensation n'est plus seulement une sensation, elle devient un agrégat d'appropriation. Elle devient combustible. Chong montre que, dans les textes anciens comparés, l'appropriation n'est ni simplement identique aux agrégats, ni totalement séparée d'eux. Elle apparaît là où il y a un désir passionné envers un agrégat. Le terme technique est Chandaraga. Chanda signifie désir, intention, vouloir. Raga signifie passion, coloration affective, attachement. Chandaraga, c'est donc le désir passionné qui investit un phénomène. Par exemple, une douleur apparaît dans le genou. La douleur comme sensation est déjà désagréable. Mais ensuite, l'esprit ajoute « Pourquoi moi? Je devrais pas avoir ça. Mon corps me trahit. Je vais devenir faible. Je suis foutu. » La douleur devient mon histoire. Le corps devient mon ennemi. La sensation devient mon identité. Ce n'est plus seulement une expérience, c'est une appropriation. Les agrégats ne sont pas la prison. Les agrégats appropriés sont le combustible de la prison. Et maintenant, on peut rentrer dans les 5. Pas comme dans une liste, mais comme dans une scène nouvelle. Imagine une autre scène. Tu entres dans une pièce, 2 personnes parlaient, elles se taisent, l'une baisse les yeux, l'autre sourit trop vite. Si tu regardes vite, tu te dis « je suis de trop ». Mais le bouddhisme ancien refuse cette vitesse. Il demande « qu'est-ce qui compose exactement ce « je suis trop » ?» Premièrement, il y a Rupa, la forme corporelle, le seuil de la pièce, les corps debout, l'œil, la nuque qui se tend, les mains qui deviennent maladroites, la chaleur qui monte dans les joues, la respiration qui raccourcit. Deuxièmement, il y a Vedana, la tonalité affective. Pas encore une grande histoire, pas encore une théorie, juste ceci, désagréable. Troisièmement, il y a Sanya, la reconnaissance. L'esprit marque le silence comme signe. Il ne voit pas seulement 2 corps immobiles, il reconnaît « il parlait peut-être de moi ». Quatrièmement, il y a Sankara, les formations, les impulsions, les constructions, répondre trop vite, se défendre, chercher un indice, préparer une phrase pour exister, accuser intérieurement, chercher à contrôler. Cinquièmement, il y a Vijnana, la conscience, conscience visuelle des images, conscience auditive du silence, conscience de la sensation, conscience d'une pensée, conscience qui revient encore et encore au même objet. Et parce que tout ça va vite, tout se contracte en une seule phrase. Je suis de trop. Les 5 agrégats servent à rouvrir cette phrase. Ils décompactent le moi. Ils montrent que ce qui paraît être une identité est en réalité une constellation de processus. Et maintenant, on va descendre dans chaque processus. Le premier est le plus évident. Et justement, c'est pour ça qu'il est trompeur. Le corps. Donc, on a dit que le premier agrégat, c'est Rupa. On traduit souvent par forme, matérialité, corps. Il faut éviter une erreur moderne. Rupa ne veut pas dire exactement matière au sens d'une physique contemporaine. Dans l'analyse des agrégats, Rupa désigne la dimension corporelle et matérielle de l'expérience. Le corps vivant, le corps sensible, le corps exposé, le corps qui permet qu'un monde apparaisse. Hamilton insiste là-dessus, il ne faut pas imaginer une matière morte posée devant un esprit pur. Il faut imaginer un corps vivant. Un corps qui a froid, un corps qui a chaud, un corps qui a faim, un corps qui respire, un corps qui digère, un corps qui vieillit, un corps qui tombe malade, un corps qui est touché par le monde. Par exemple, tu reçois le message. Avant même de formuler une pensée claire, quelque chose se passe dans ton corps. La gorge se ferme, le ventre se serre, la mâchoire devient plus dure, les épaules montent, la respiration change. Voilà, c'est ça Rupa comme corps vécu. C'est pas une abstraction, c'est pas une théorie de laboratoire, c'est le seuil matériel où l'expérience prend prise. Les textes définissent souvent Rupa à partir des 4 grands éléments, Mahabhuta. Mahabhuta signifie grands éléments, mais attention, ce ne sont pas des éléments chimiques.
Ce sont des qualités matérielles fondamentales, des façons dont le corps et la matière se manifestent dans l'expérience. Il y a la terre, patavie, qui désigne solidité, dureté, résistance, extension. Par exemple, la dureté des dents, la pression de la chaise sous le corps, la tension de la mâchoire serrée. Ensuite, l'eau, apo, ça désigne la cohésion, la fluidité, ce qui tient ensemble. Par exemple, le sang, la salive, les larmes, la cohésion même du corps vivant. Il y a aussi le feu, tejo, qui désigne la chaleur, la température, la maturation, la digestion, la transformation. Par exemple, la chaleur au visage quand t'es gêné, la chaleur digestive, la fièvre, le vieillissement comme transformation du corps. Ensuite, l'air ou le vent, vaio, ça désigne mouvement, pression, expansion, contraction. Donc, par exemple, l'inspiration, l'expiration, le mouvement du ventre, l'agitation des mains, la pression interne quand le corps se tend. Cette analyse peut sembler très ancienne, mais elle a une fonction précise. Elle empêche de prendre le corps comme une chose simple. Le corps devient un ensemble de qualités conditionnées. Il solidifie, fluide là, chaud maintenant, mobile sans cesse. Et si le corps est un ensemble conditionné, il devient difficile de le traiter comme un soi souverain. Tu peux aimer ton corps, tu peux le soigner, tu peux l'entraîner, tu peux le respecter. Mais tu ne peux pas lui ordonner « ne vieillis pas, ne tombe jamais malade, ne change pas, reste exactement comme mon image de moi l'exige ». Si un vrai saut devait être permanent, autonome et entièrement maîtrisable, le corps échoue. Ce n'est pas une haine du corps, c'est une constatation. Donc le bouddhisme ancien ne dit pas « le corps est mauvais », mais il dit « ne prends pas ce corps conditionné pour un propriétaire inconditionné ». Mais le corps ne suffit pas. Un corps peut voir un message, il peut trembler, il peut chauffer, il peut se contracter. Il reste encore une question. Comment cette rencontre prend-elle immédiatement un goût ? Ce goût affectif, c'est le deuxième agrégat. Le deuxième agrégat, c'est Vedana. On traduit souvent par sensation, ressenti, feeling, tonalité affective. Il faut être précis ici, Vedana n'est pas encore une émotion complète. Ce n'est pas encore la colère, ce n'est pas encore la jalousie, ce n'est pas encore la honte, ce n'est pas encore une histoire psychologique complète. Avant le récit, il y a une teinte affective, agréable, désagréable, ni agréable ni désagréable. Par exemple, tu entres dans une pièce fraîche après avoir marché longtemps sous la chaleur, la tonalité est agréable. Tu crois entendre ton prénom dans une conversation qui s'arrête, la tonalité devient désagréable. Tu sens la pression de la chaise sous ton corps pendant plusieurs minutes sans y penser, la tonalité est neutre ou très faible. Dans notre scène, le silence des deux personnes produit une tonalité désagréable. Ce n'est pas encore une panique complète, c'est pas encore un scénario, mais c'est d'abord un goût, un resserrement, une coloration, un high dans l'expérience. Les sources classent Vedana de plusieurs façons. Il y a les trois tonalités de base, agréable, désagréable, neutre. Mais on peut aussi distinguer la sensation corporelle et la sensation mentale. Par exemple, un mal de dos, c'est une sensation désagréable corporelle, et le plaisir d'être félicité est une sensation agréable mentale. L'indifférence devant un bruit de fond peut être une tonalité neutre. Et selon les portes d'expérience, on peut parler de tonalité liée à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, au goût, au toucher ou au mental. L'important, c'est pas de réciter une taxonomie, l'important, c'est de voir le rôle de Vedana. C'est le carrefour. Si une sensation agréable est rencontrée dans l'ignorance, elle peut devenir « je veux que ça continue ». Si une sensation désagréable est rencontrée dans l'ignorance, elle peut devenir « je veux que ça disparaisse ». Si une sensation neutre est rencontrée dans l'ignorance, elle peut devenir « je m'ennuie, il me faut autre chose, je dois être stimulé ». Donc, la sensation, c'est pas encore la prison, mais elle est souvent la porte par laquelle la prison commence à se construire. Dans la coproduction conditionnée, Vedana est placé après le contact Phassa. Phassa, c'est la rencontre fonctionnelle d'une base sensorielle, d'un objet et d'une conscience. Œil, forme visible, conscience visuelle, contact visuel. Oreille, son, conscience auditive, contact auditif. Mental, objet mental, conscience mentale, contact mental. Et du contact naît la sensation. Et de la sensation peut naître la soif, tanha. Tanha, ça signifie soif, la tentation à vouloir saisir, prolonger, repousser ou devenir. Mais le mot important est « peu ». La sensation ne produit pas automatiquement la soif comme une machine aveugle. Entre la tonalité et la soif, quelque chose interprète, quelque chose marque l'objet, quelque chose reconnaît « ceci est bon pour moi, ceci est mauvais pour moi, ceci menace mon image, ceci mérite d'être poursuivi ». Et ce troisième agrégat, c'est sanya.
On traduit souvent par perception, reconnaissance, cognition, apperception, parfois aussi conception. Ici, l'idée centrale, c'est plus seulement de comprendre que l'esprit reconnaît. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Là, la question, elle est plus intime. C'est qu'est-ce que cette reconnaissance me fait croire sur moi? Sania reconnaît un signe. Elle l'identifie, elle classe. Mais dans les agrégats d'appropriation, elle ne classe pas seulement des objets, elle classe ma place dans la scène. Par exemple, tu entres dans une pièce, deux personnes arrêtent de parler, il y a juste un silence, mais Sania peut le marquer comme « elle parlait de moi, je dérange, je suis exclu, je suis inférieur ». Le silence n'a pas encore parlé, mais l'identité, elle, commence déjà à se resserrer. Mais Sania peut reconnaître beaucoup de choses, neutralité, jugement, invitation, menace, dette, promesse. Et selon le signe retenu, le moi qui apparaît n'est pas le même. Le mot nimita aide à comprendre ça. En fait, nimita, ça signifie signe, marque, indice. Sania s'accroche à des signes. Un ton de voix, un silence, un délai de réponse, une expression du visage, une ponctuation, une porte fermée. Et à partir de ces signes, elle stabilise un objet. Je suis trop, je suis important, je dois prouver quelque chose, je dois me protéger, je dois obtenir une confirmation. Cette fonction est indispensable. Sans reconnaissance, l'expérience resterait confuse. Il n'y aurait pas de repère, pas de visage familier, pas de danger reconnu, pas de chemin praticable. Cette fonction, justement parce qu'elle est utile, elle peut aussi se dérégler. Elle peut prendre une gêne pour une condamnation, une hésitation pour une preuve, une différence de ton pour un verdict, un malaise intérieur pour la vérité de ce que je suis. Et c'est là que Papancha peut commencer. Papancha, ça signifie prolifération conceptuelle. C'est le moment où l'esprit ne se contente plus de reconnaître, il va développer, il multiplie, il raconte, il fabrique un monde. Deux personnes se taisent quand t'arrives. Sania marque, silence. Puis, moi au centre. Puis, Papancha déroule. Elles savent quelque chose. Elles ont forcément parlé de moi. Je vais être jugé. Je dois reprendre ma place. Je dois sortir de cette pièce autrement. Au départ, il y avait un arrêt de conversation. Et à l'arrivée, il y a un personnage central, menacé, commenté, obligé de se défendre. Boisvert ajoute une nuance très intéressante. Il faut pas dire que toute Sania est mauvaise. Une reconnaissance peut aussi devenir libératrice si elle marque les phénomènes selon les trois caractéristiques. Impermanence, dukkha, non-soi. Anicca, l'impermanence, ça signifie que les phénomènes conditionnés apparaissent et disparaissent. Dukkha, ici, ça signifie que ce qui est conditionné devient insatisfaisant quand on le regarde comme refuge stable. Et anatta, le non-soi, ça signifie que ces phénomènes ne sont pas un propriétaire permanent, autonome, maîtrisable. Par exemple, une sensation agréable apparaît. La reconnaissance ordinaire dit « voilà ce qui me manque ». Une reconnaissance entraînée peut dire « sensation agréable, impermanente, conditionnée ». Le même moment ne fabrique plus le même propriétaire. La sensation donne le goût, la reconnaissance donne le nom, et quand le goût reçoit un nom centré sur moi, la soif trouve un objet. Mais il manque encore quelque chose. Reconnaître, ça suffit pas. Il faut que l'expérience commence à pousser, qu'elle prépare un acte, qu'elle forme une réponse. C'est le quatrième agrégat. Le quatrième agrégat, c'est Sankhara. Ça couvre l'idée de formation, de fabrication, de construction, d'activité qui conditionne la suite. Dans le contexte des agrégats, il désigne surtout le domaine actif de l'expérience, tendance, impulsion, intention, habitude, orientation, construction mentale. Et au cœur de ce domaine, il y a un terme essentiel, c'est Chetana. Chetana, ça signifie volition, intention. Donc par exemple, tu entends une critique, une tonalité désagréable apparaît, Sania reconnaît « attaque », puis Sankhara commence à préparer, répondre, se défendre, blesser, convaincre, partir, mentir, se justifier, se venger ou parfois écouter avec patience. À ce stade, le malaise n'est plus seulement éprouvé, mais il y a la fabrication d'une action. Gombrich insiste sur un point qui est vraiment important pour comprendre le karma. Dans cette lecture, le karma n'est pas une police magique, c'est pas une punition cosmique automatique. Ça dépend de l'intention. Ouvrir une porte pour laisser passer quelqu'un et ouvrir la même porte pour l'ignorer ostensiblement ne porte pas la même intention. Le geste extérieur peut paraître le même, mais l'intention change le karma. Donc Sankhara, c'est dangereux parce qu'il prépare la continuité.
Si à chaque fois qu'une sensation désagréable apparaît, je réponds par mensonge, fuite, attaque, contrôle, bah, je renforce une manière d'habiter le monde. La prochaine sensation désagréable trouvera un chemin déjà creusé. Donc c'est pas seulement j'ai réagi, c'est j'ai entraîné le courant. Les formations donnent une impression très séduisante. Elles donnent le sentiment que je fais quelque chose, je choisis, je me protège, je deviens quelqu'un. Mais quand elles sont enracinées dans l'avidité, l'aversion, l'illusion, elles fabriquent justement ce dont vous voudrez sortir. Elles fabriquent des habitudes, elles fabriquent du devenir, elles fabriquent une identité réactive. Ces formations fabriquent la suite. Mais pour que tout ça soit connu, il faut la conscience. Et c'est ici qu'il y a beaucoup de contresens possibles. Parce qu'en fait, la conscience, c'est justement l'endroit où on a le plus envie de cacher un soi. Et justement, le cinquième agrégat, c'est Vijnana. On traduit par conscience, discernement, conscience discriminante. Et là, il faut immédiatement éviter une très grosse erreur. Vijnana n'est pas une âme. C'est pas un témoin éternel assis derrière les expériences. Ce n'est pas un propriétaire immobile qui regarderait le corps, les sensations, les reconnaissances, les formations comme des objets possédés. Dans les textes anciens, la conscience est conditionnée. Elle apparaît selon des portes et des objets. Conscience visuelle, conscience auditive, conscience olfactive, conscience gustative, conscience corporelle, conscience mentale. Autrement dit, il n'y a pas seulement la conscience en général, il y a conscience de quelque chose, selon une condition. Donc par exemple, quand tu lis le message, il y a conscience visuelle des lettres. Quand tu entends intérieurement la voix de la personne, il y a conscience mentale d'une image sonore. Quand tu sens la gorge serrée, il y a conscience corporelle ou mentale de cette sensation. Quand le scénario revient, il y a conscience mentale du scénario. La conscience n'est pas posée hors de la chaîne, elle fonctionne dans la chaîne. Et pourtant, Vijnana est peut-être l'agrégat le plus séduisant. Le corps change, les sensations changent, les reconnaissances changent, les intentions changent, mais on peut avoir l'impression qu'au moins il y a toujours moi qui suis conscient. La conscience donne un goût de continuité, un goût de présence, un goût de centre, et c'est précisément pour ça qu'elle devient dangereuse. Hervé montre que les textes doivent tenir une ligne très fine. Il refuse un soi permanent, mais il tombe pas dans le néant. Il y a continuité, il y a responsabilité, il y a mémoire, il y a conséquence, mais cette continuité n'exige pas un propriétaire inchangé. Elle peut être comprise comme une continuité conditionnelle, comme une flamme qui allume une autre flamme, comme un courant, comme une série d'événements reliés mais sans noyau immobile. Donc la conscience n'est pas niée, elle est désubstantialisée, elle est retirée du trône, elle cesse d'être une âme déguisée, elle redevient un agrégat conditionné. La conscience connaît, mais elle ne possède pas. Elle illumine un objet, mais elle n'est pas un soi caché derrière la lumière. Maintenant, il y a une difficulté. Dans la liste, Vijnana arrive en dernier. Et dans l'expérience, comment est-ce qu'on peut avoir corps vécu, sensation ou reconnaissance si aucune conscience n'était déjà là? Donc cette question ouvre la roue des agrégats. Là, Boisvert propose une lecture intéressante. En fait, la liste des agrégats, elle ne doit pas être comprise comme une seule ligne. Elle doit aussi être comprise comme une roue. Vijnana est dernier dans la liste, mais il reconditionne le début du cycle. La conscience conditionne une nouvelle configuration de l'expérience. Le corps-sens rencontre un monde, le contact produit une tonalité, la tonalité appelle une reconnaissance, la reconnaissance oriente des formations, les formations préparent une nouvelle conscience, et cette conscience revient conditionner un nouveau complexe d'expérience. Donc les agrégats ne sont pas 5 pièces posées sur une table, ils sont 5 moments d'une fabrication. Un corps-sens rencontre un monde, une tonalité surgit, une reconnaissance marque l'objet, une formation réagit, une conscience est réorientée, et le courant recommence. Cette roue permet de relier les agrégats à la coproduction conditionnée. Paticca Samuppada, la coproduction conditionnée, ça désigne l'apparition des phénomènes selon des conditions. C'est pas un slogan vague du type tout est relié à tout. Ici, ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire que une existence souffrante a une architecture. Quand telle condition est présente, tel processus peut apparaître. Quand telle condition cesse, tel processus peut cesser. Boisvert corrèle les agrégats avec les liens centraux de la chaîne. Vijnana, la conscience, correspond directement à la conscience. Namarupa, nom et forme, renvoie au complexe psychophysique. Salayatana, les 6 bases sensorielles, concernent les portes d'expérience. Passa, le contact et la rencontre opérante. Vedana, la sensation et la tonalité. Puis Tanha Upadanaibhava, la soif, l'appropriation et le devenir, relève du domaine actif des formations.
Et Sanya, même si elle n'est pas toujours explicitement nommée dans la chaîne standard, elle joue un rôle crucial entre sensation et soif. Elle interprète la sensation, elle lui donne un signe, elle prépare le passage vers « je veux, je refuse, c'est à moi, c'est contre moi ». Voilà pourquoi cette section est plus qu'une théorie de la personne. Elle montre comment un moment devient une direction, comment une direction devient une habitude, comment une habitude devient un monde, comment un monde devient un moi. Et maintenant la question inévitable c'est, si le moi n'est jamais trouvé en dehors de ces processus, pourquoi sommes-nous si sûrs qu'il est là ? Pour répondre, il faut regarder les vues de l'identité. Les textes analysent plusieurs manières de prendre les agrégats pour soi. Il y a une formule qui revient tout le temps, c'est « ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon soi ». Mais les textes détaillent aussi des vues plus fines. Pour chaque agrégat, on peut faire 4 erreurs. Première erreur, prendre l'agrégat lui-même pour le soi. Par exemple, je suis mon corps, je suis ma sensation, je suis ma conscience. Deuxième erreur, penser que le soi possède l'agrégat. Par exemple, j'ai un corps comme une propriété, j'ai des sensations comme des objets intérieurs. Troisième erreur, penser que l'agrégat est dans le soi. Par exemple, mes pensées apparaissent dans un grand moi intérieur. Quatrième erreur, penser que le soi est dans l'agrégat. Par exemple, mon vrai moi est caché dans la conscience. 5 agrégats, 4 erreurs pour chaque agrégat, 20 vues de l'identité. Et ici, le terme technique, c'est Sakaya Ditti. Sakaya, ça veut dire groupe existant, l'individualité prise comme une masse personnelle. Ditti, ça veut dire vue, opinion, position doctrinale ou manière de voir. Sakaya Ditti, c'est donc la vue de l'individualité, la croyance que ce complexe d'agrégats donne un soi substantiel. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'une théorie philosophique abstraite, il s'agit aussi de phrases que l'on vit. Mon corps doit prouver sa valeur, ma douleur définit ma vie, mon opinion, c'est moi, mon intention mauvaise révèle ma vraie nature, ma conscience profonde, c'est mon essence. Les textes attaquent ces vues avec une question très simple. Si quelque chose est vraiment le soi, pourrait-il être instable ? Pourrait-il être vulnérable ? Pourrait-il être hors de contrôle ? Pourrait-il produire dukkha quand on s'y accroche ? Le corps change, la sensation change, la reconnaissance change, les formations changent, la conscience change, donc aucun agrégat possède les critères d'un soi permanent, autonome et maîtrisable. Donc le non-soi ne dit pas brutalement « tu n'existes pas ». Cette formule, elle est beaucoup trop pauvre. Il y a bien un corps, il y a des sensations, il y a bien une mémoire, de l'intention, de la responsabilité, de la relation. Mais quand on cherche un propriétaire permanent de tout ça, on trouve que des phénomènes conditionnés. Le moi n'est pas remplacé par un néant, il est remplacé par une analyse. Et cette analyse n'est pas froide, elle mène à une question pratique. Si les agrégats n'en sont pas en moi, pourquoi est-ce que je m'y accroche ? Et la réponse tient en 3 mots. Goût, danger, échappée. Le bouddhisme ancien ne nie pas que les agrégats aient un attrait. Il ne dit pas le corps n'a aucun charme, la sensation agréable ça plaît pas, la reconnaissance ça me rassure pas, l'action ne donne aucune puissance, la conscience n'a aucune beauté. Au contraire, les textes demandent souvent de voir 3 choses. Asada, Adinava, Nissarana. Asada ça veut dire goût, l'attrait, la saveur agréable. Adinava ça veut dire danger, le défaut, le risque. Nissarana ça veut dire la sortie, l'échappée, la voie de dégagement. Pour le corps, le goût est évident. Beauté, force, jeunesse, image sociale, plaisir tactile, capacité d'agir. Mais le danger est aussi évident quand on regarde jusqu'au bout. Le corps vieillit, il tombe malade, il fatigue, il correspond jamais longtemps à l'image qu'on veut posséder. Et là, l'échappée, c'est pas de haïr le corps. L'échappée est de cesser d'en faire un soi. Pour Vedana, le goût, c'est la douceur du plaisir, le soulagement quand le désagréable cesse. Le danger est que le plaisir disparaît et que la douleur revient. Et l'échappée est de sentir sans transformer chaque tonalité en mon bonheur ou mon drame. Pour Sanya, le goût est la lisibilité. Reconnaître, ça rassure. Nommer, ça donne l'impression de maîtriser. Le danger, c'est de figer trop vite. Ami, ennemi, échec, identité. L'échappée est de reconnaître les signes sans les durcir en monde définitif. Pour Sankara, le goût est le sentiment d'agir. Vouloir, choisir, construire, réparer, se défendre. Le danger est que les formations deviennent karma, habitude et devenir. L'échappée n'est pas la passivité. L'échappée
est de former des intentions non enracinées dans l'avidité, l'aversion et l'illusion. Pour Vijnana, le goût est très subtil. Présence, clarté, continuité, impression d'un témoin. Le danger est de transformer cette conscience conditionnée en essence. Et l'échappée, c'est connaître la conscience comme conscience, apparue selon des conditions, orientée vers un objet, non possédable comme soi. Donc le bouddhisme ancien ne dit pas « ne vois pas le goût ». Il dit « vois le goût, puis vois le danger, puis vois la sortie ». Et ça change complètement le statut de la pratique, parce qu'il ne faut pas juste croire aux agrégats, il faut les voir en train de se faire. Et tout ce qu'on vient de dire ne doit pas rester au niveau d'une théorie. Dans Satipatthana Sutta, les agrégats apparaissent comme un objet pratique. Satipatthana signifie établissement ou présence de l'attention. Sati, c'est souvent traduit par attention ou pleine conscience. Ça désigne pas seulement une présence douce au moment présent, c'est une attention qui se souvient de ce qu'il faut observer. Elle garde l'orientation correcte. Elle empêche l'esprit de se laisser hypnotiser par sa propre lecture. Dans la contemplation des dhammas, les 5 agrégats peuvent être observés comme ça. Telle est la forme, telle est l'apparition de la forme, telle est la disparition de la forme, telle est la sensation, telle est l'apparition de la sensation, telle est la disparition de la sensation, et ainsi pour la reconnaissance, les formations et la conscience. Le mot dhamma a plusieurs sens. Ici, au pluriel, il désigne des phénomènes ou des catégories d'expériences observées dans la pratique. Les obstacles, l'aggrégat, bas sensoriel, facteurs d'éveil, les cas de réalité vus par les êtres nobles. La pratique ne consiste donc pas à réciter Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Elle consiste à voir. Voici le corps qui se tend. Voici la tonalité désagréable. Voici la reconnaissance danger. Voici l'impulsion de se défendre. Voici la conscience mentale qui revient au scénario. Au lieu de dire « je suis en colère », on peut regarder Rupa, chaleur, tension, respiration courte. Vedana, désagréable. Sanya, attaque, injustice, mépris. Sankara, impulsion de répondre, blesser, convaincre, fuir. Vijnana, conscience de la voix, conscience du souvenir, conscience de l'intention. La colère n'est plus un bloc, elle devient observable. Et ce qui devient observable devient moins facilement moi. Boisvert relie ça à Vipassana. Vipassana, ça signifie vision pénétrante, voir de manière spéciale. Dans ce contexte, ça veut dire voir les phénomènes selon leur nature conditionnée. Si une sensation est vue comme impermanente, elle ne devient pas automatiquement mon plaisir ou ma douleur. Elle reste sensation conditionnée. Alors, tanha, la soif, ne surgit pas de la même manière. Upadana, l'appropriation, ne suit pas de la même manière. Aucun nouveau sankara karmique n'est produit dans cette direction. Boisvert donne une image très forte. Même quand on cesse de produire de nouvelles formations, les anciennes peuvent continuer à porter leurs fruits pendant un temps. Il compare ça au jeûne. Si quelqu'un cesse de manger, le corps ne meurt pas instantanément. Il consomme encore des réserves. De même, si l'on cesse d'alimenter la réaction aux sensations, les anciennes formations peuvent encore produire des effets. Mais si on ne les réalimente pas, elles s'épuisent. Cette image rejoint la métaphore du combustible. Tant qu'on ajoute du carburant, le feu continue. Si on cesse d'alimenter, l'ancien combustible brûle puis s'éteint. Voilà pourquoi les agrégats sont pratiques. Ils ne servent pas à gagner un débat abstrait sur l'existence du moi. Ils servent à repérer le moment exact où une expérience devient combustible. Il faut maintenant rapidement mentionner une systématisation plus tardive parce qu'elle rend l'analyse encore plus précise. Dans l'Abhidhamma Theravada et dans le manuel appelé Abhidhammata Sangaha, l'expérience est analysée avec une très grande finesse. Abhidhamma, ça signifie quelque chose comme dhamma supérieur ou analyse doctrinale avancée. Mais attention, il ne faut pas présenter l'Abhidhamma comme si chaque détail de cette systématisation était déjà formulé sous cette forme dans les discours les plus anciens. Ketin et Rankin poussent à distinguer les suttas, les développements abhidhamiques et les commentaires. Il y a une continuité, mais la focale change. On passe d'une analyse de l'expérience souffrante à une analyse microscopique des événements mentaux et matériels. Dans le système exposé par Bodhi, on distingue 4 réalités ultimes, paramatta. Paramatta, ça signifie réalité ou signification ultime dans ce cadre d'analyse. Donc la première réalité, c'est chitta, la conscience comme événement de connaissance d'un objet. La deuxième réalité, c'est cetasika,
les facteurs mentaux qui accompagnent la conscience. La troisième réalité, c'est Rupa, les phénomènes matériels. Et la quatrième réalité, c'est Nibbana, l'inconditionné. Le mot Cetasika est utile. Un Cetasika, c'est un facteur mental qui surgit avec une conscience, cesse avec elle, prend le même objet qu'elle et accomplit une fonction précise. Par exemple, quand la conscience du silence apparaît, elle peut être accompagnée d'attention, de sensations désagréables, de reconnaissance, d'inquiétude, de volition, d'aversion ou de sagesse. La conscience n'arrive pas seule. Elle arrive avec une microstructure. Et cette microstructure permet d'expliquer pourquoi « je me sens visé » est déjà une phrase trop compacte. Les 5 agrégats sont alors redistribués. L'agrégat de conscience, Vijnana, correspond à Chitta. Les agrégats de sensations, reconnaissance et formation correspondent à des facteurs mentaux, des Cetasika. L'agrégat de matière correspond à Rupa. Nibbana n'est pas inclus dans les 5 agrégats. Pourquoi ? Parce que les 5 agrégats sont conditionnés, et Nibbana c'est l'inconditionné. Cette distinction de réalité conventionnelle et réalité ultime est puissante, mais il faut la manier avec finesse. Au niveau ordinaire, une personne existe. Une voiture existe, une promesse existe, une insulte peut avoir des conséquences. Il serait absurde de faire comme si le langage n'avait aucun usage. Mais, au niveau de l'analyse ultime de cette tradition, personne, voiture, réputation, mon anxiété, ce ne sont pas des entités irréductibles, ce sont des désignations. Le terme c'est paññatti, qui signifie concept, désignation, construction conventionnelle. Par exemple, voiture, c'est utile pour traverser la rue. Si une voiture arrive, il faut s'écarter. Mais dans l'analyse, on ne trouve pas d'essence appelée voiture. On trouve des formes visibles, des contacts, des sons, des matériaux, des usages, des intentions, des souvenirs, des concepts. De même, moi fonctionne dans le langage ordinaire. Mais quand on analyse l'expérience, on trouve corps, sensation, reconnaissance, formation, conscience. Pas un propriétaire indépendant ajouté derrière. Et Rankin ajoute une prudence. L'abhidhamma peut libérer l'esprit des fausses unités, mais s'il est mal compris, il peut aussi remplacer le gros bloc « moi » par une poussière de petits blocs appelés dhamma. Et ça, ce serait manquer le geste profond. Le but n'est pas de réifier de nouveaux objets. Réifier, c'est traiter une construction ou un événement conditionné comme une chose substantielle. Le but est de voir que ce qui paraît compact est conditionné, et que ce qui est conditionné ne peut pas être possédé comme un refuge ultime. Donc l'abhidhamma radicalise le microscope, mais le fil principal reste le même. Ce qui paraît moi est décomposable. Ce qui est décomposable est conditionné. Ce qui est conditionné ne peut pas être maîtrisé comme un soi. Et ce qui n'est plus possédé cesse d'être combustible. Maintenant on peut résumer. Les 5 agrégats ne décrivent pas simplement ce que je suis, ils montrent comment je se fabrique. Rupa montre le corps-forme, le seuil matériel, les organes, les objets, la vulnérabilité corporelle. Vedana montre la tonalité affective, agréable, désagréable, neutre. Sanya montre la reconnaissance. L'esprit marque, nomme, classe, l'île monte comme ceci ou cela. Sankara montre les formations, intentions, impulsions, constructions, habitudes, karma. Vijnana montre la conscience, non pas une âme, mais une fonction conditionnée de cognition selon les portes. Pris ensemble, ils expliquent comment une expérience devient une personne apparente. Le son n'est pas seulement entendu, il est senti comme agréable ou désagréable, il est reconnu comme louange, critique, menace, promesse. Il déclenche des intentions, il est soutenu par une conscience. Et très vite, tout ça devient « on m'a respecté » ou « on m'a humilié ». Le « moi » apparaît comme la contraction d'un processus. Mais le bouddhisme ancien ne s'arrête pas à la déconstruction. Il demande quel est le goût de chaque agrégat, quel est son danger, quel est son échappée. Le corps attire, mais il change. La sensation attire, mais elle disparaît. La reconnaissance rassure, mais elle fige. Les formations donnent le sentiment d'agir, mais elles produisent habitude et devenir. La conscience donne l'impression d'un témoin, mais elle est conditionnée. L'échappée est toujours la même. Cessez de prendre ces processus pour moi. Mien, mon soi. Donc si on devait résumer cette vidéo en une phrase, les 5 agrégats ne disent pas simplement de quoi une personne est composée. Ils montrent comment l'expérience se transforme en identité, comment cette identité brûle comme combustible. Donc si on devait résumer cette vidéo en une phrase,
Les 5 agrégats ne disent pas simplement de quoi une personne est composée, ils montrent comment l'expérience se transforme en identité, comment cette identité brûle comme combustible et comment l'observation peut arrêter d'alimenter le feu. Et maintenant il reste une énorme question. Si les 5 agrégats sont seulement des processus conditionnés, pourquoi les textes disent-ils que les 5 agrégats d'appropriation sont en résumé dukkha? Est-ce que ça veut dire que toute la vie est douleur? Est-ce que ça veut dire que même une joie, même un amour, même une méditation paisible, même une sensation agréable serait en fait de la souffrance? Ou est-ce que dukkha, ça veut dire quelque chose de plus technique, de plus subtil, de plus inquiétant? Non pas tout fait mal, mais tout ce qui est conditionné devient instable, non fiable et dangereux dès qu'on le prend comme refuge. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire entrer le diagnostic central du bouddhisme ancien, les 4 réalités vues par les êtres nobles. Et surtout la première, qu'est-ce que dukkha veut vraiment dire si le problème n'est pas seulement la douleur, mais l'appropriation d'un monde entier?